Dans un monde où l'information est omniprésente et les enjeux complexes, le désintérêt pour la politique semble croître. Mais quelles en sont les raisons? Aujourd'hui, nous allons explorer les facteurs qui contribuent à ce phénomène et les moyens de rétablir l'engagement des citoyens. Bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour à vous tous! Bonjour, Christian! Bonjour, comment Guylaine. tu vas? Je m'en sors. Tu t'en sors? Tu me racontais ce matin, je suis tannée de vieillir, c'était pas facile. Fallait pas tout dire ça, là. C'était entre toi et moi, là. Hey. Moi, tu sais, j'ai pas de fille. Hey, non, OK. Je vais pas faire attention à ce que je vais te dire. On a une belle jeune dame. Jeune dame. Ça me va. Dame, ça te Oui, va? ça me va. Maude Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Tu es politologue Exact. et enseignante de politique au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Exact. Depuis combien de temps? Tout récemment. Je viens juste d'arriver dans la région. Donc, je suis arrivée là au début de la session d'automne. Donc, je suis arrivée au mois d'août dans la région, dans l'enseignement de la science politique. Donc, je suis encore novice, mais je pense que j'ai pu développer là, des capacités. J'ai notamment travaillé en politique aussi. Donc, ça me donne quand même une expérience intéressante quand vient le temps de discuter de politique dans la vie de tous les jours, mais aussi avec mes étudiants. J'ai des expériences concrètes. Là, donc, voilà. C'est quoi qui t'a incité à aller vers la politique? Tu sais, t'es jeune, là, quand même. Là. Oui. C'est quoi l'intérêt? Et moi, ça fait longtemps, depuis en fait le cégep, que je sais que je veux m'en aller là-dedans, que je veux m'en aller en sciences politiques. Puis mon but, c'est d'enseigner parce que je veux rendre ça le plus intéressant possible. Je sais que de prime abord, j'ai commencé à avoir l'idée d'aller en politique dès la fin de mon secondaire. Puis j'ai commencé à partager cette idée-là. Puis je voyais que les gens étaient un peu sceptiques par rapport à cet intérêt-là, puis cette volonté-là d'aller en politique. Donc, voilà, moi, je me suis intéressée rapidement à ça, aux inégalités sociales, une volonté de justice sociale. Donc, je me suis un peu dit que j'allais changer le monde à ma façon. Puis l'enseignement, pour moi, c'est une façon de changer le monde justement, en intéressant les jeunes à la politique. Moi, je pense que c'est ma façon à moi, finalement, de contribuer là, au changement social dans la société. Écoute, tu nous parles avec passion, les yeux pétillants. J'ai hâte d'entendre ça tantôt, hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Ben, arrête, je suis pas si requin que ça. C'est toi qui l'as dit! Comme à l'habitude, Maude, on fait toujours un portrait sur le sujet donné. Et par magie, nous avons Joanie qui vient de se joindre à nous. Donc, le portrait d'aujourd'hui sur le désintérêt de la politique en Abitibi-Témiscamingue, j'ai trouvé quelques points. Alors, manque de confiance envers le politicien, je pense que sérieusement, il y en a qui pensent comme ça. Complexité des enjeux politiques. Dans la pause, tu nous parlais que oui, c'est complexe la politique. Imagine-toi donc les citoyens, comment est-ce qu'ils trouvent que c'est complexe? Absolument. Les préoccupations quotidiennes, ça peut aussi être un enjeu. Ensuite de ça, l'influence des médias sur les réseaux sociaux. Ça doit avoir un gros impact. On va pouvoir en parler. Sentiment d'impuissance. Oui, ça aussi. Ça, pas mal, hein? Manque d'éducation civique, hein? C'est pas tout le monde qui est politologue comme Maude, là. Déconnexion entre les élus et les citoyens, oui, ça peut aussi. Si les députés ne sont pas près, à proximité des citoyens, ça peut aussi. Besoin de réformes politiques. La CAQ, on en parle beaucoup, puis il se passe-tu quelque chose? Moi, dans tout ce que tu as dit, m'a donné un exemple. Okay? Comment est-ce que, autrefois, ça avait été les rois, les ducs, les comtes, c'est eux autres qui dirigeaient. Quand le monde n'était pas content, ils allaient se plaindre à eux autres. Ils allaient se plaindre directement au roi, au duc, au duchesse. J'ai l'impression, moi, qu'à un moment donné, on a comme dit, ce qu'on va faire, là, on va garder le pouvoir, mais on va donner ça à une gang qui se font élire aux 4 ans. Alors, c'est vulgarisé. Il y a peut-être des nuances manquantes là-dedans. Mais c'est encore... C'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, je me dis, la politique, c'est-tu vraiment lui qui prend des idées ou
Est-ce que c'est, tu veux dire, est-ce que c'est lui qui prend les... Est-ce que c'est le... on va parler d'ici, au Québec, là. Est-ce que c'est le premier ministre du Québec qui prend les décisions, que tu veux dire? Ouais. Ou c'est d'autres personnes à l'interne, comme des fonctionnaires, qui pourraient prendre des décisions? Moi, je pense c'est ça que tu penses? Oui. OK. C'est le même que je vois la politique. OK, c'est intéressant. On va pouvoir continuer la discussion. Parfait. ça commence bien. Alors, on va aller déjà, après ma barre, à la première question qui va ouvrir le show. Alors, quelles sont, selon vous, les principales raisons pour lesquelles les gens se désintéressent de la politique aujourd'hui et surtout en Abitibi-Témiscamingue? Bien, la première raison qui sort là, à propos de l'abstentionnisme, donc le fait de ne pas voter, c'est justement le manque de confiance. Donc, le manque de confiance en les politiciens, le manque de confiance en les institutions. Donc, les dernières statistiques, c'est plus de la moitié des gens qui s'abstiennent, donc je pense que c'est 54 des gens qui disaient ne pas voter par manque de confiance. Donc, on a vraiment des questions à se poser là, au niveau, c'est ça, de la confiance démocratique. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour aller rechercher cette confiance-là? Ouais. Est-ce qu'il faut réformer le système? Là, on commence, on est déjà rendu là. Est-ce qu'il faut réformer le système? Mais il y en a plusieurs qui vont croire que oui, hein, c'est pas la première fois qu'on parle justement de réforme du mode de scrutin. C'est un sujet très intéressant qui vient chercher les passions à chaque fois. Puis une des dernières fois, justement, qu'il y avait eu cette proposition-là au fédéral, on se rappelle que Justin Trudeau, en 2015, s'était fait élire avec la promesse de réformer le mode de scrutin. Finalement, on a fait des consultations à la grandeur du pays, puis il n'y avait pas de consensus sur la réforme du mode de scrutin, alors qu'on sait que ça permettrait d'avoir un plus grand poids politique, puis peut-être, selon moi, ça permettrait aussi de redonner confiance en mais mais pour toi, qu'est-ce qui ferait que ça redonnerait confiance si on change le scrutin? Bien, en fait, c'est plus représentatif. Là, j'ai l'impression, c'est ce que les études disent, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne vote pas parce que ça ne sert à rien, ils n'ont pas confiance, puis leur vote, en fait, n'a aucun poids. Fait que si on avait un système qui serait plus proportionnel, plus représentatif, puis que chaque vote compte, bien déjà là, ça donne plus confiance au fait que de participer, ça peut avoir une influence. Là, alors qu'on sait qu'il y a certaines circonscriptions, par exemple, dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est très libéral, puis il y a beaucoup de monde qui ne sortent pas voter parce qu'ils savent que de toute manière, c'est les libéraux qui vont rentrer. Fait que, à ce niveau-là, c'est... moi, être honnête avec toi, moi, je viens de Santerre, puis je me dis, peu importe ce qu'on fait, c'est la gang de Val-d'Or qui vont décider. Oui, il y a ça aussi. Fait que, à un moment donné, puis à Santerre, il n'y a pas de mine. Donc, on n'a pas les mêmes réalités. Pas les mêmes enjeux. Pas les mêmes enjeux, pas les mêmes réalités. Donc, nous autres, on est condamnés à vivre avec ce que décide la gang de Val-d'Or. Ouais. Donc, je me dis, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a comme une perte de confiance. Il y a ça aussi, dans les entourages comme ça, là. Les villages, les petites villes. Mais est-ce que, tu sais, comme ici en Abitibi-Témiscamingue, si on parle du Québec, c'est la CAQ qui a rentré partout. Oui. Mais est-ce que on peut avoir confiance du fait que, est-ce que c'était vraiment réel que la CAQ a rentré partout? Il n'y avait pas de pouvoir sur rien d'autre? Il n'y avait rien d'autre qui se présentait devant un choix différent pour les citoyens? Mais, vas-y. Moi, je dirais, c'est plate à dire, on vote pas pour les meilleurs, on vote pour les moins pires. C'est ce qu'on entend souvent, en effet. Oui, c'est dommage. C'est peut-être cru, mais c'est... Mais on s'entend, là, j'ai vu quand même l'année dernière, j'ai vu ici à Amos un débat, il y avait un jeune du Parti québécois. Oh boy, OK, les jeunes commencent à se réveiller, par exemple. Mais les jeunes ne sont pas endormis. Non. On aura peut-être la chance d'en parler. Les jeunes ne sont pas endormis. C'est juste qu'ils font de la politique autrement. Ils pavent des nouvelles façons de faire de la politique, en fait. OK, c'est intéressant. Avant qu'on s'en aille là, justement, j'aimerais ça entendre Joanie là-dessus. Moi, je pense que le taux de vote avait été un peu plus élevé là, qu'à l'habitude. Là. Je pense que c'était un taux historique. Je ne sais pas si je me trompe aux dernières 2022, élections. Au Québec? Ouais. Je connais pas la statistique, mais je sais que pour 2018, c'est un des plus bas. OK, c'est ça. Mais je pense que ça avait augmenté en 2022. OK. Mais il n'y a pas eu de changement quand même. Là, mais mais là, on était dans le post-pandémie. Oui, il y a ça aussi. C'est ça. C'est quand même une situation c'est quand même difficile. Puis aussi, il commence à avoir des choses qui se font pour le vote en ligne. Donc, Rouyn-Noranda, qui est une ville où on va tester la chose. Donc, il y a comme un début là, de réforme dans ce sens-là, là, de rendre plus accessible le vote.
j'avoue là, que la classe, j'aime pas dire ça, là, la classe ouvrière, là, mais les gens là, qui travaillent dans les mines, par exemple, ils n'iront pas voter un mardi soir nécessairement. En tout cas. Mais il faut qu'ils soient convaincus, en fait. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils soient Sont convaincus. pas certains ou qui sont plus ou moins engagés, c'est sûr que de prendre cette action supplémentaire-là, on le sait, des fois, on finit nos journées de travail. Si on a des responsabilités puis ça nous tente moyen, ça se peut qu'on décide de faire autre chose, de s'asseoir, de regarder la télé ou de lire un livre. Donc, c'est ça, d'aller voter. Souvent, c'est bon, il faut que tu te déplaces, il faut que tu sois inscrit sur les listes électorales. Puis là, si tu n'es pas inscrit, ça dépend au fédéral, au provincial, c'est différent. C'est compliqué. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'il faut le rendre plus accessible. Ouais. Ça aussi, c'est un élément au niveau des jeunes. Hein? Une des raisons pour lesquelles, je ne sais pas si c'est une des raisons, mais quelque chose qu'on pourrait faire pour les inciter, en fait, de voter, c'est de déplacer les bureaux de vote dans les universités, dans les cégeps, notamment parce que, on fait ça pour les personnes âgées, mais c'est pas une chose qui est offerte nécessairement pour les jeunes. Puis ça, c'est l'Institut du Nouveau Monde a fait une recherche, justement, sur pourquoi les jeunes votent pas, notamment. Puis c'était vraiment un des éléments qui était proposé par les jeunes, de dire, on peut déplacer les bureaux de vote dans les universités, dans les cégeps. Ça va inciter les jeunes qui sont au moins au cégep et à l'université d'aller voter, là. Mais est-ce que ça va réellement inciter les jeunes ou les moins jeunes à voter si, exemple, on vote par Internet ou on déplace à des endroits pour voter quand on n'a pas confiance en ceux qui se présentent? D'un autre côté, y a-t-il un changement qu'il n'ait 40 qui votent ou qu'il n'ait 60 qui votent? Y a-t-il vraiment un changement qui se fait? Il n'y a pas de changement, mais il y a une question au niveau de la légitimité. Tu sais, là, le gouvernement de la CAQ a été élu avec... c'est à peu près 63, je pense, des personnes qui sont sorties voter qui avaient le droit de vote, puis ils ont eu 40 d'un 60 %. Donc, au niveau de la légitimité, puis en ce moment, ils ont 100 du pouvoir parce que c'est un parti qui est majoritaire. Au niveau de la légitimité, il y a quand même une question de... Il y a moyen de se questionner, en fait, sur cette légitimité-là, de gouverner à 100 puis d'avoir l'ensemble des décisions entre leurs mains, tu sais. Oui. Le droit de veto a été beaucoup utilisé. Oui, c'est ça, les projets de loi... les lois sous baillon. Oui, c'est ça va vite dans ce temps-là. C'est un des avantages, c'est que ça va vite quand on a personne pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais d'un point de vue démocratique, c'est sûr qu'il y a des lacunes. Puis c'est ça, les élus qui font partie d'autres partis, qui sont membres de d'autres partis, c'est sûr qu'on... Leur voix peut être moins entendue. Évidemment, ils ont un rôle comme opposition, mais dans les faits, vu que le parti est majoritaire, c'est sûr que le poids qu'ils ont est fondamentalement réduit. Parce que moi, personnellement, à cette heure, je vote le parti, je m'en fous. Je ne vote plus pour le parti. C'est mon candidat. C'est lui que je regarde s'il est capable de me défendre ou pas. Mais moi, je pense que c'est quand même une bonne façon d'utiliser son pouvoir de voter parce que... De toute façon, c'est le député, c'est la personne qui va être assise sur la chaise en chambre qui va parler pour les gens de notre région. Fait que, si tu es d'accord avec ce qu'il propose, moins d'accord nécessairement avec la ligne de son parti, c'est quand même une bonne décision là, si la personne est là pour ce qui te tient à cœur là, dans ta région. Mais c'est sûr que... Mais c'est sûr que quand on vote pour l'ensemble du parti, ça ne changera pas grand-chose dans ta région. Si tu votes, par contre, comme tu l'as dit, pour le candidat que tu penses qui pourrait être quelqu'un qui pourrait être de proximité avec tes besoins, tu as peut-être plus de chances de réussir à avoir de quoi de celui-ci. C'est pour ça que je perds tout le temps mes élections. Mais encore là, on le soulevait, l'enjeu de la ligne de parti. Ça, c'est quand même quelque chose. Une autre préoccupation d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire que même si tu votes pour quelqu'un qui te ressemble au niveau des valeurs, quand il fait partie d'un parti, il y a une ligne de parti à suivre. Donc, il y a quand même des orientations politiques. Puis des fois, il va devoir se prononcer contre ses valeurs puis contre ce qui est le mieux pour sa population parce qu'il y a une ligne de parti à respecter. Donc, si le parti dans lequel il est décide d'être contre quelque chose que lui, il tient à cœur, il n'aura pas le choix de voter contre. Puis ça, c'est aussi un enjeu au niveau de... Ça, c'est un gros enjeu, ça. Oui, ça, c'est quelque chose qui m'avait flashé. C'était avec Québec solidaire. À un moment donné, je m'en rappelle qu'il y avait une ligne de parti qui s'enlignait comme ça. Puis là, ils ont fait comme une grosse assemblée.
Puis à un moment donné, je pense que 20 de la ligne de parti a changé, là. À un moment donné, c'est pour ça qu'au début, moi, je trouvais intéressant Québec solidaire. À un moment donné, je me suis aperçu, attends un peu. Fait que donc, on prend sa carte de membre, on rentre dans un parti, puis on peut changer la patente si on se met une petite gang, là. J'ai l'impression qu'on peut changer une ligne de parti si on se met un groupe on se met membre, puis me dit, on peut-tu être membre de 2, 3... Absolument. C'est ça. Mais oui, puis c'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'on peut aller dans des différents partis puis faire valoir nos idées, puis la personne ou le groupe le parti politique va finalement adhérer puis qui va ajouter ça à sa plateforme électorale, par exemple, mais on va pouvoir dire, c'est pour ce parti-là que je vais voter. Moi, je vois plutôt ça comme un acte démocratique de dire, non, on n'est pas figé dans le temps, puis oui, on peut changer, puis les membres d'un parti politique peuvent faire changer la ligne de parti ou les idéologies, les idées défendues. En même temps, il y a une différence entre une plateforme électorale puis qu'est-ce que le parti va faire une fois au pouvoir. Par exemple, une des promesses que l'exemple qui vient en tête, en fait, c'est le Parti québécois, pendant plusieurs années, a eu la réforme du mode de scrutin dans sa plateforme électorale. Mais il ne l'a jamais fait. Ça, c'est une des nombreuses choses que des partis ont dans leur plateforme, ont dans leur idéologie, puis que finalement, ils ne mettent pas en place pour plein de raisons. Il y a plein de raisons qui vont faire des raisons structurelles, des raisons de comme, c'est pas le bon moment, mais aussi, la réforme du mode de scrutin, c'est quelque chose d'intéressant, en fait. Quand on se rend compte que finalement, le système fonctionne pour nous, puis qu'on est capable de se faire élire, mais c'est sûr que ça devient moins intéressant de réformer le mode de scrutin, parce que ça donne plus de voix aux tiers partis. Par exemple, quand on parle d'un système qui est plus représentatif, qui est plus proportionnel. C'est ça. Absolument, parce que, tu sais, on le voit en Abitibi, là, en ce moment, c'est la CAQ partout. Oui, puis on n'a pas le même que les trois, en plus. On n'a pas le même, non. C'est ça, exact. Cependant, il est difficile d'obtenir, tu sais, souvent, on va dire, on a juste à peser sur play, hein, puis la cassette à part. Oui, bien, c'est ça. C'est à peu près ça, là, les députés que nous avons en ce moment, ils disent rien. Il y a un député qui s'est levé contre son parti à un moment donné. Après ça a été mort dans l'œuf. Oui. Il tue rapidement la nouvelle. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, en tant que citoyens, on peut avoir confiance envers notre député s'il n'est pas capable de nous représenter selon les valeurs ou selon les problématiques que la localité où nous sommes vit. Et qu'on tue la nouvelle, mort dans l'œuf, pour pas continuer là-dessus. Comme, entre autres, ici, on n'a pas de ministre qui vient de la région. On s'en rappelle. On s'en rappelle, celle-là. Hein? Oui, tous les citoyens s'en rappellent, les syndicats également. Oui. Alors, moi, je me rappelle, à une certaine époque, il y avait un député qui, vraiment, là, à un moment donné, là, il s'enlignait quasiment tout le temps contre son parti. Là. C'est Guy Saint-Julien. Lui, il défendait le monde. Tu sais, à l'époque, là, je m'en rappelle, moi, nous autres, affaires du CN, là, lui, il était venu à Sainte-Terre, puis lui, il protégeait, il essayait, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se voit plus, ça. Oui, c'est ça. Ça allait changer. Tu sais, René Lévesque, dans le temps... C'est comme un peu les conseils municipaux. Je vois ça dans bien des petits conseils municipaux aujourd'hui. C'est « je propose, je seconde ». C'est cette impression-là. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Puis... je suis moins experte du niveau municipal, par contre, là, mais j'avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. Mais en fait, oui, c'est ça. Les députés, quand même, peuvent avoir de l'influence dans le parti. C'est-à-dire, il va quand même avoir des games politiques qui vont se jouer à l'extérieur de l'Assemblée nationale ou à l'extérieur de la Chambre bleue. Donc, à l'extérieur de où est-ce qu'ils vont voter peut-être contre leurs valeurs, bien, ils vont pouvoir avoir de l'influence sur le parti. Ils vont pouvoir essayer de convaincre le premier ministre, le ministre, leurs collègues de l'importance d'un enjeu, par exemple, puis de peut-être revoir des positions. Donc, ils ne sont pas sans pouvoir, mais c'est sûr que quand vient le temps de voter, leur pouvoir est un peu... divisés. En tout cas, ils ne peuvent pas mettre les revendications des gens de leur circonscription de l'avant. Mais qu'est-ce qui a changé de l'époque des années 70 à aujourd'hui? Tu sais, il y en a beaucoup qui parlaient à René Lévesque. C'était quelque chose comme au niveau du parti, de l'ensemble du parti. Il faisait faire des grands changements. Moi, j'étais petite dans ce temps-là, là, fait que je peux pas vraiment parler. Peux-tu parler, toi? Mais cependant, qu'est-ce qui a changé? C'est un bon exemple de comment les partis évoluent dans le temps, tu sais, parce que le Parti québécois,
de l'époque de René Lévesque, c'est plus le Parti québécois d'aujourd'hui. Là, ça a beaucoup changé. Encore là, la confiance des gens a beaucoup été mise en balance. Donc, je pense que oui, c'est une question de confiance en les lignes de parti, les promesses électorales. Aussi, les gens qui sont là, qui sont élus, ou les chefs des partis, ça, c'est sûr que si le chef de parti n'est pas capable de rallier les gens à ce qu'il veut, ben ça ne fonctionnera pas. Là. Puis on l'a vu avec le Parti québécois dans les dernières années. La CAQ, je pense que c'est une question aussi de génération. Les gens qui sont... Mais du milieu d'où ils viennent, surtout. Oui. Un exemple, René Lévesque, c'était un journaliste avant de... Tandis que là, tu as des médecins qui... c'est ça, moi, j'ai de la misère à comprendre. Ouais. Mais tu sais, il y a les relations avec les médias aussi qui sont beaucoup malmenées avec la CAQ. On a de la misère à avoir d'informations. On va à des conférences de presse, puis on nous met tout ça beau, là, l'information, puis il ne faut pas trop chercher loin parce qu'ils sont fâchés. Puis... mais c'est ça la job des journalistes. C'est d'être le chien de garde de l'information, puis d'aller justement vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Est-ce que, tu sais, puis là, on le voit, la CAQ... Tout ce qui se passe avec la CAQ, c'est ça, là, c'est d'aller vérifier l'information parce qu'il y a des supposés experts qui parlent de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Mais on s'entend que c'est le parti au pouvoir parce que les libéraux, c'était la même chose à l'époque. Oui. Mais moi, c'est quelque chose que... Moi, je n'étais pas là dans les années 70. Mais c'est ça. Mais reste que je pense que... Fait que mon interprétation de comment je vois, comment c'était dans les années 70, c'est de me dire qu'il y avait une proposition d'un projet de société. Là, on est vraiment des gouvernements qui sont là, en tout cas, qui fonctionnent beaucoup par sondage, puis par opinion publique, tout ça. On l'a vu, moi, un exemple que j'adore, là, l'exemple du troisième lien à Québec. Hein. Donc, il y avait, ils ont été élus, la Coalition Avenir Québec a été élue en disant qu'il allait construire un troisième lien. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'ils se sont fait élire, donc en 2018, qu'il y avait ce projet-là. Puis là, ils ont fait des études, puis là, finalement, on les attendait, là, les études qui disaient que, ben oui, il fallait un troisième lien, puis tout ça. Puis, finalement, les études ne sont pas sorties vraiment parce que, il n'y a pas d'études qui confirment ça. Même si c'est ce que les gens de la couronne, la Rive-Sud de Québec désirent, bien, reste que comme si on se fie aux études, mais on le sait que de manière générale, on va construire un nouveau pont autoroutier, puis après 7 ans, bien, on va revenir au même taux de trafic, là, 7 ans. Donc, tu sais, mais encore là, la CAQ a dit, OK, finalement, on abandonne le projet. OK, on va peut-être faire un tunnel, puis ça va être pour le transport en commun. Puis là, finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils s'en vont. Puis là, à Québec, ils ont perdu une élection partielle. Fait qu'ils ils étaient 90 députés, ils sont rendus 89. Puis là, ils ont ramené ça sur la table de comme, finalement, un troisième lien, ça pourrait être intéressant. Tu sais. Donc, c'est vraiment un gouvernement qui fonctionne plus par sondage, par petite... Bien, un gouvernement, puis les partis politiques en général, là, je pense que c'est une tendance, là, donc qui fonctionne plus par des idées plutôt que vraiment on vous propose un projet de société. Comme c'était le cas dans les années 70 avec le Parti québécois, projet de société, on va faire l'indépendance, on va créer un Québec qui est plus inclusif, qui est à notre image, qui répond à notre identité culturelle. Puis en même temps, le troisième lien, c'est loin de nous autres en région. Oui. On s'en fout du troisième lien. Là. Ça ne touche pas pantoute. Puis c'est le cas de beaucoup de choses qui se passent en politique. C'est très métropole, ce qui se passe à Montréal et les grands centres. Je pense que ça, c'est un gros problème. Mon père m'a déjà dit, quand j'étais plus jeune, on parlait de l'indépendance du Québec. Mon père m'a déjà dit, l'Abitibi va devenir indépendant avant le Québec. Tellement que c'est ça, là. C'est totalement une autre réalité. On a d'autres besoins. C'est comme si on était une province dans une province. Exactement. Exactement. Ça, c'est vrai. Et on le voit, que ce soit dans les nouvelles nationales, que ce soit au gouvernement, l'Abitibi n'en fait jamais partie. Oh non, c'est très, très rare. Très rare.
On n'a jamais nos tempêtes en même temps. C'est ça. Vous avez dit, c'est pas notre météo à nous autres, là. Non, exactement. Alors, on voit on est que... là, on écoute les affaires sur le 3e lien. Ben, bon, on va changer de nouvelles, là. Mais ça nous concentre quand même dans la mesure où il y a 10 milliards. C'est les 10 oui. milliards de tous les Québécois et toutes les Québécoises. Là. Donc, c'est pour ça que ça nous concerne. Ça, c'est vrai, par exemple. Il y a bien des affaires qui se font. Puis là, à un moment donné, je me dis, pourquoi je paye pour ça? Il y a peut-être un petit jeu, là. Et surtout, en plus, qu'on est la région qui a le plus de ressources naturelles. Et on n'a pas beaucoup de redevances. Et voilà. Donc, on vient puiser dans nos ressources naturelles. Mais finalement, pour le reste, on est tout oublié. Si on regarde les routes, ici en Abitibi, sont très maganées quand on regarde le reste du Québec ou même l'Ontario. Tu fais juste passer justement à Rouen, puis tu t'en vas en Ontario, pouf, les routes, ils changent. Alors, on voit que même pour les routes, il n'y a rien qui se passe ici. Donc, comme tu l'as dit, hein, il y en a de plus en plus qui le disent, que l'Abitibi devrait devenir souverain. Souverain parce qu'on est la région la plus grande en superficie au Québec. Sauf le nord du Québec. Sauf le nord. C'est quand même grand, mais à part eux, en termes de population aussi, là, il y a quand même beaucoup plus de monde en Abitibi. C'est ça. Tu sais, puis en même temps, pourquoi tu rouvres une région aussi éloignée si tu ne veux pas t'en occuper? C'est ça. Tu sais? À l'époque, ils l'ont ouvert. Il y a eu des politiciens, là, un en particulier, son nom m'échappe, il était ministre, je pense que c'était-tu les libéraux ou la CAQ? En tout cas, ça fait une couple d'années, je me souviens plus de son nom. Lui, il avait dit qu'on devrait fermer l'Abitibi-Témiscamingue. Mais ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire, dans les années 70, en Gaspésie, notamment, des villages qui n'étaient pas assez rentables, mais on a juste fermé les villages. Oui. Mais c'est épouvantable quand tu y penses. On en connaît. C'est vrai, tu vois encore mais oui, c'est ça. À Joutel, c'est arrivé. Fermont est fermé. Fermont est fermé? Mais oui. Pas Fermont, attends. Joutel a fermé, mais il y en a un autre aussi dans le Grand Nord qui a fermé, là. Gagnonville. Ah oui. Gagnonville a fermé. Il y a des villes comme ça qui ont fermé. Barville, on avait d'Espinacy. C'est ça, c'est toutes des petites places qui ont fermé. Qui ont fermé, ça, dans cette époque-là. C'est ça. Mais tu sais, on a quand même une très grande région, une très grande superficie qui a beaucoup d'offres de ressources naturelles. Alors, peut-être c'est le temps de s'occuper de notre région, là, aussi, en tant que premier ministre, de voir que on est quand même productif, là. C'est ça que je reproche à nos politiciens. C'est vraiment... J'ai pas l'impression, moi, qui nous défendent, qui voient... Tu sais, je veux dire, ils sont bien fins. Tu parles des députés d'ici, là? Les députés d'ici. Puis là, on parle pas juste de la CAQ, là. Ça fait longtemps que c'est comme ça, là. Tu sais, j'ai pas l'impression, moi, qui se donnent... Fait que je me demande, c'est pour ça que je me pose la question toujours, ils ont-tu un droit de décision? Ou on lui dit, hey, demain, là, tu vas aller annoncer que tu donnes 1 million à telle compagnie. J'ai l'impression, moi, qu'ils font rien que donner de l'argent. Qui n'ont pas d'imagination, qui n'ont pas de plan. Non, ils attendent les plans. On va te donner un plan, tu le suis. C'est l'impression que j'ai, ces politiciens. Bien, c'est dommage, parce que j'ai l'impression que c'est l'impression que beaucoup ont sur les politiciens. On remarque qu'il y a un augmenté de la manque de confiance, mais aussi du cynisme. Ça ne sert à rien de voter parce que de toute manière, c'est du pareil au même. Les partis politiques, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je voterais pour un autre parti si ça va être un autre donneur de chèques, finalement? Il est pareil comme oui, exact. Mais il faut trouver moyen, parce que il faut trouver une façon d'intéresser les gens à la politique. Puis moi, je pense que faut qu'on ait une discussion sociale à propos de ça, parce que y a des enjeux au niveau de la représentation démocratique, puis moins les gens votent, plus que les gens qui peuvent avoir du pouvoir vont aller le chercher, puis moins on va avoir notre mot à dire, là. Fait que c'est un peu comme exponentiel. Ça me fait penser à un exemple aux États-Unis, puis on parlait tout à l'heure des médias, là, je vais faire plusieurs liens. Il y a plusieurs médias qui ont fermé aux États-Unis, puis les médias, veulent pas, c'est un chien de garde, c'est un 4e pouvoir dans le système politique. Donc, puis
beaucoup de commerces, de médias locaux ont fermé aux États-Unis dans les petits villages. Là, c'est là qu'on se rend compte que les gens s'intéressent moins à la politique parce qu'ils ont moins accès. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que les gens votaient plus pour Donald Trump dans ces villages-là, dans ces endroits-là. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est tout lié finalement. Mais il y a aussi une perte de confiance envers les médias traditionnels. Donc ça aussi qu'il faut essayer de regagner. Parce que c'est ça, sinon, ça donne la place aux médias alternatifs de ce monde. Puis la désinformation. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est dans ma deuxième question. Les médias, l'influence des médias, on l'a vu pendant la pandémie, où il y a eu une grande influence du gouvernement du Québec et peut-être même du fédéral sur les médias pour pencher plus sur le côté du gouvernement que de pencher vraiment à titre de chien de garde. C'est pas normal. C'est pas normal, mais il y avait, je pense, des enjeux de santé publique. À ce niveau-là, c'était vraiment comme pour éviter qu'il y ait des gens qui meurent, on va comme collaborer tout le monde ensemble. Les partis d'opposition aussi ils n'ont pas joué beaucoup leur rôle d'opposition à nombreux égards parce que c'était vraiment un enjeu de santé publique. Il faut, on va mettre tout ce qu'on peut mettre ensemble pour essayer qu'il y ait moins de vies qui soient perdues, moins de gens qui tombent malades, moins de gens qui sont infectés. Après ça, par contre, là, c'est le moment de regarder ça puis se dire, bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Puis d'avoir un regard critique par rapport à ça. Ce que les gouvernements sont pas prêts à faire, puis ben là, il faudrait aussi se questionner au niveau des médias. Est-ce que les médias sont prêts à faire ça? T'sais, les médias sont aussi pas dans le meilleur moment, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de médias qui ferment, surtout des médias en région, puis tout ça. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup de raisons économiques derrière tout ça. Fait qu'en tout cas, c'est sûr qu'au niveau de la politique et au niveau des médias, on n'est pas à l'âge d'or là, des médias, ni à l'âge d'or de la politique, là, disons. Puis on a vu un communiqué passer, la semaine passée, que le gouvernement donnait tel montant à des médias locaux de l'Abitibi-Témiscamingue, des médias communautaires. Oui, ils avaient c'est des subventions qui existaient déjà, ils ont fait une depuis grosse tant annonce. d'années. C'était vraiment fait comme si le gouvernement avait décidé de donner ces montants-là gracieusement, mais c'est pas vrai. Là. Oui, c'est ça. C'est de la poudre aux yeux. C'est des subventions qu'on a rempli les demandes. Des médias c'est ça. Ça venait pas comme ça du ciel, puis on a le goût de vous gâter, là, on va vous donner de l'argent. Mais aussi, c'est vrai, comment je dirais ça, c'est vrai que c'est parce que là, on dirait que depuis la pandémie, ça s'est mis à jouer sur les médias. On dirait là, que non seulement nos policiers n'ont plus de crédibilité avec tout ce qui s'est passé, et là, on donne aussi, il n'y a plus de crédibilité aux médias. Qui suivaient exactement la ligne des politiciens. Hey, c'était devenu fou, là. On dirait là, qu'on vit d'un changement majeur. Oui. Il y a des structures, on dirait qu'il y a des structures qui sont en train de tomber. Là. Puis je pense aussi, pour beaucoup, leur manque d'éducation. On parle pas de politique à l'école. Les enfants, là, moi c'est moi qui ai expliqué des choses de politique à mes enfants. Parce que je me suis rendu compte qu'à l'école, ils n'en parlaient pas. Non, en effet. Puis c'est vraiment un gros manque. Là. C'est important. Là. C'est la base de notre vie, de notre société, la politique. Théoriquement, à partir de l'année prochaine, c'est supposé être cette année, il devrait avoir un cours à l'éducation à la citoyenneté au secondaire. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais il reste que, j'ai hâte de voir ça va être quoi la forme que ça va prendre et tout ça, mais il reste qu'en ce moment, on a toute une génération de gens qui n'ont pas eu de cours de politique. Moi, j'enseigne la politique aux gens en sciences humaines. Fait qu'il faut déjà que les étudiants aient de l'intérêt pour les sciences humaines pour avoir un cours de politique. Fait que tous les autres étudiants qui sont dans des techniques, qui sont en sciences nature, ben ils n'auront pas accès à ces cours-là. Il y a cet élément-là, puis aussi le développement de l'esprit critique. Hein. On regarde souvent les cours de philo avec un peu de dédain, on ne sait pas trop à quoi ça sert, et pourtant, ça nous aide à développer notre esprit critique, qui est fondamental pour justement dire, faire la part des choses quand on voit justement des sorties médiatiques, quand on voit des politiciens faire certaines actions, d'avoir un esprit critique, ça nous permet de pas tout d'emmener de la nuance, en fait, de ne pas être tout le temps dans le oui ou dans le non, d'être dans le blanc ou dans le noir, mais d'être plutôt dans des teintes de gris, parce que c'est souvent, la réalité est plus souvent en gris que dans le blanc ou dans le noir. Je vais donner un exemple dans tout ça. Moi, dans le temps, c'était Barrette, M. Barrette, qui était médecin. Là, lui, il défendait à cause des médecins. Là, il est rentré dans la politique. Bon, là, il faut changer les choses.
Ben, il a changé les choses, ça, c'est sûr. Il Il a changé les choses. Oui, mais hein. Parlez-en aux gens de la santé, il a changé les choses. Ah, On peut le reconnaître. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je dis, c'est que ceux qui défendaient, ils rentrent dans la politique, puis on dirait qu'ils plantaient ceux qui défendaient. Ouais. Tu sais, je dis, écoute, y a-tu une lobotomie qui se fait quand on rentre en politique? Y a-tu... Ben, il y a ça. Puis il y a aussi le fait qu'on élit. Il y a ça, mais il y a aussi le fait, en fait, c'est qui qu'on élit? Tu sais, on élit des gens qui font partie des professions libérales. Donc, on élit des médecins, on élit des avocats, on élit... Il y a eu une grande période où c'était des ingénieurs, des personnes qui viennent de la finance, qui viennent des entreprises, des grandes banques. Ouais. Puis après ça, on se demande pourquoi ils sont pas près de la population puis des préoccupations qui touchent la moyenne des gens. C'est ça. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas, je me permets un petit extrait télé ici. Je sais pas si vous avez écouté la série La Candidate. Je Non. l'ai pas vu trouve encore, que mais c'est j'ai hâte vraiment d'avoir. excellent. Puis moi, mon interprétation, en fait, c'est que c'était inspiré de Ruth Ellen Brousseau, qui est une femme qui a été élue comme candidate poteau. Donc, elle était à Vegas, on s'en rappelle. Elle a été élue, était à Las Vegas, mais... puis elle venait de l'Ontario, elle était, je pense, serveuse, puis elle a été comme mère monoparentale, je vais y Dans la arriver. vague orange. Exact. là, ouais, oui. Ouais. Puis, ben, elle s'était présentée genre en Mauricie, alors qu'elle vivait en Ontario, elle parlait pas le français. Mais elle a déménagé là-bas, elle s'est installée, elle a appris le français, puis elle a tellement fait un bon travail qu'elle s'est fait relire dans cette C'est ça circonscription. que j'ai su, ben oui. Fait que moi, je pense, puis dans la candidate, c'est un peu ça. En fait, c'est une spécialiste en pose d'ongles qui se fait élire comme candidate poteau, mais finalement, ben, c'est quelqu'un qui a plein de capacités au niveau interpersonnel. Moi, je pense qu'il faut diversifier les gens qu'on élit, puis qu'on ait des gens qui soient plus près des préoccupations. OK, s'ils n'ont pas toutes les aptitudes politiques nécessaires, mais ça s'apprend. Ouais. Alors que de l'empathie, c'est plus difficile à apprendre, puis d'être à l'écoute de ses citoyens, c'est quelque chose qui est plus difficile à apprendre, puis on en voit là, chez certains députés, certains ministres, c'est comme, on dirait un peu des robots. Hein? Connectés, Oui, mais c'est ça, Ouais. qui sont très froids, puis on dirait qu'ils sont pas du tout à l'écoute, puis qui ont de l'empathie, tu sais, donc... Ou tu Ouais, viens de m'allumer quelque chose, mais c'est vrai. Un exemple, un médecin. Pourquoi qu'un médecin, un avocat, le salaire que ça gagne, pourquoi qu'il irait faire de la politique pour gagner 2 fois moins son salaire, Exact. si c'est pas 3 fois? Et tandis, il n'y a pas une volonté, il y a pas... Tandis que quelqu'un qui ne gagne pas ce salaire d'un député là, ou d'un ministre, là, puis que lui, là, il veut vraiment changer les choses, je pense qu'il y a plus de volonté, il est plus proche du monde, il sait c'est quoi la misère, qu'aujourd'hui, on dirait que... Mais pensez-vous sincèrement que la personne qui, justement, celle qui pose des ongles, elle va faire réellement un changement dans il y en a une le couple qui l'ont parti fait. Réal ou dans Carrette, sa c'était région? ça, là. Moi, je pense que oui. Oui? Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que chaque individu est capable de faire un changement, puis moi, je pense que oui. Tu sais, si on regarde la CAQ, qui, on le voit dans les nouvelles nationales, qui joue beaucoup à la main de fer, qui était très patronal, qui est quelqu'un qui est rigide. Puis quand ça ne fait pas son affaire à lui, il tape ses doigts, tu sais, ou il met la faute sur les autres. Pensez-vous qu'un député qui rentre dans la CAQ, qui avait des valeurs autres, que finalement, que dans le temps, ça change, qui va réellement changer quelque chose? Parce que si on regarde en Abitibi, il y en a qui ont voulu changer les choses. Il y en a qui ont rentré là-dedans puis qui se sont dit au début, « Wow, c'est la vision que j'ai, c'est les valeurs que j'ai. » Puis tout à coup, ils rentrent dedans, ils sont élus. Pouf, on change la vision, on change tout ça, puis on n'a plus le droit de parler. C'est ça. C'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr que dans les faits, ça dépend vraiment aussi de c'est qui le chef du parti. Il y a des co-porte-parole, mais de manière générale, c'est pas mal le chef de parti qui va diriger le parti. Puis donc, ça peut être difficile, puis ça dépend aussi beaucoup du tempérament des personnes. Bon, à la CAQ, je sais pas comment ça se passe, mais c'est sûr que ça a l'air un peu plus difficile. Moi, j'imagine M. Legault comme étant quelqu'un d'être difficilement convaincable. Là. Mais ça dépend, ça doit dépendre des idées, ça doit dépendre des valeurs, ça doit dépendre de qui tu es aussi. C'est un Pierre Fitzgibbon, c'est quand même quelqu'un qui a l'air de connaître ses choses, puis je pense qu'il a la capacité d'influencer M. Legault. Bon, peut-être que des députés qui n'ont pas de responsabilité autre qu'être députés, ils ont moins ce pouvoir-là. Mais je m'en rappelle parce que dans le temps, nous autres, on entendait, quand je n'étais même pas né, l'affaire de Duplessis. Duplessis avait beaucoup de pouvoir. C'était un homme qui prenait beaucoup de place. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Mais
comment je dirais ça? Est-ce que moi, c'est ce qui me surprend un peu, c'est l'entourage qu'ils ont. Mm-hmm. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que on ne fait pas croire là, que hey, j'ai une idée pour vous autres, c'est moi qui ai eu l'idée. Non. C'est sûr qu'il y a une équipe. Il y a toujours une équipe. Les gens qui sont dans l'ombre, il y a des cabinets, mettons dans les ministres, avec des ministres, il y a des cabinets de ministres qui vont les aider, qui vont lire les différents projets de loi, qui vont soumettre des idées. Oui, c'est sûr qu'il y a une équipe dans l'ombre. Est-ce que l'équipe est plus forte? Ça dépend. Ça dépend d'à quel point le député est compétent. Puis le ministre est compétent ou pas. Ça. Parce que des fois, tu sais, on se rappelle là, en 2018, quand la CAQ a été élue, ils se sont félicités d'avoir mis en place un conseil des ministres paritaire. Je me rappelle de quelqu'un que je nommerai pas, puis c'est pas quelqu'un qui avait l'air vraiment au courant de son ministère, de ce qu'elle devait faire. La pauvre. Ben, tu sais, sûrement qu'il aurait fallu qu'elle ait une bonne équipe derrière elle, mais comme, tu sais, tu commences comme ministre, c'est la première fois que tu te fais élire. C'est pas tant comment que ça fonctionne. Puis là, la pauvre dame qui était ministre. Elle n'a pas été ministre très longtemps, puis ça n'a pas été facile pour elle. Mais dans ce temps-là, si tu as une bonne équipe pour te soutenir, ça l'aide. Mais sinon, c'est ça donne des bons montages à Infoman. Les cartes sont brassées souvent là, à la CAQ. Oui, fait que, tu sais, c'est pas... Ça n'amène pas beaucoup de stabilité, je pense, là, au niveau de la CAQ puis leur représentation. Là, Mais là, on parle beaucoup de la CAQ parce que c'est les autres qui sont au pouvoir. Absolument. C'est ça, mais ils c'est sont pas, majoritaires. Ils sont faciles à analyser. C'est ça. Moi, je m'en rappelle dans le temps des libéraux, c'était pareil. Ah, ben oui, oui. bien sûr. Quand on vient au pouvoir, il y a quand même, même si on se prône d'être le changement, ben il y a quand même des choses qui reviennent, peu importe le parti. C'est ça. L'émission s'achève. Tu as parlé des jeunes tantôt, qu'ils sont de plus en plus intéressés vers la politique. C'est quoi? Pourquoi? Bien, moi, je dirais pas qu'ils sont de plus en plus intéressés vers la politique, mais je dirais qu'ils font de la politique autrement. Hein? On pense souvent que les jeunes ne sont pas intéressés à la politique. En effet, c'est le pourcentage, les gens dans la population qui votent le moins. Par contre, les jeunes sont intéressés à la politique. Si on regarde en 2012, la plus grande grève étudiante de l'histoire du Québec, il y en avait du monde dans les rues. C'était qui était dans les rues? C'était les jeunes. Puis après ça, c'est qui les écoutait pas? C'est les personnes qui étaient au pouvoir. Mais reste que les jeunes en font de la politique. Ils vont faire du bénévolat. Ils vont s'impliquer dans des organisations militantes. Ils vont défendre des idées. Puis même, ils vont faire de la politique via les réseaux sociaux. On dénigre ça un peu, là, mais reste que c'est une nouvelle forme de militantisme qu'il va falloir de plus en plus prendre en considération. Parce que c'est la façon de rejoindre les jeunes, mais c'est aussi la façon dont les jeunes s'expriment, se forgent aussi une idée politique, puis tout ça. Donc, les jeunes, c'est sûr que, la politique institutionnelle, la politique parlementaire, c'est quand même moins accessible, c'est quand même plus carré. C'est sûr que, prime abord, il y en a des jeunes qui arrivent dans mes cours qui sont vraiment intéressés. Mais c'est pas la majorité. Mais je pense qu'il y a moyen aussi d'aller les chercher puis de les convaincre que la politique, ça peut être intéressant parce que ça les touche directement. Puis sinon, il y en a déjà beaucoup qui sont convaincus puis qui posent des actions pour le mieux de leur communauté. On a des statistiques qu'on est allé chercher sur, justement, Facebook. On fait un sondage à chaque semaine sur la question du jour. Et il y a eu 58 votes quand même. C'est quand même peut-être plus que d'habitude. On a eu 58 votes. Et la question était, quelles sont les raisons principales du désintérêt des gens pour la politique? Donc, les choix de réponse étaient manque de confiance envers les politiciens et les institutions politiques. Donc, 58 c'était là, le manque de confiance. C'est vraiment, puis ça, dans les données ailleurs, c'est la même chose. C'est ça qui ressort. Hein? Ensuite de ça, 20 étaient pour la préoccupation plus grande pour d'autres aspects de la vie quotidienne. Ensuite, on avait complexité du système politique et des enjeux, c'était 12 influence négative des médias et des réseaux sociaux, 7 Autres, on avait 3 Alors, on a des commentaires. J'adore les commentaires. Merci beaucoup à vous de commenter. Alors, il y en a un qui a dit « On vote pour qui? Un député pour un parti que l'on partage peu ses idées, qui va avoir quelle incidence sur la grande échelle provinciale ou nationale? Je pense que l'on vote un peu comme on choisit une équipe préférée. On a beau avoir de l'espoir, mais en bout de ligne, pas l'impression que ça donne grand-chose. Santé, économie, éducation, combien d'années, de décennies que c'est le même discours de vente? Intéressant. Hein? C'est intéressant. Oui. Deuxième point de vue était, je ne fais plus confiance aux partis politiques. Quand je pense qu'ils sont bons, ils font des choses qui me déçoivent. Oui, c'est sûr.
Mais reste que moi, j'aimerais ça finir sur une note un peu positive. Parce que parce que moi, j'allais parler de Donald Trump. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Mais je pense qu'il faut garder espoir, puis je pense qu'il faut se mobiliser politiquement. Puis je pense aussi que le vote, oui, c'est une façon de s'investir politiquement, bien, de s'investir aussi dans les partis politiques, mais on peut aussi s'investir au sein de notre communauté. Puis ça aussi, ça fait changer les choses. Hein. On le voit à Rouyn-Noranda, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais on voit quand même qu'il y a une mobilisation citoyenne puis qu'il y a moyen de faire bouger les choses, pour le meilleur ou pour le pire, selon votre point de vue. Mais reste que comme faut quand même garder espoir, puis je pense qu'il faut quand même rester critique, mais qu'il faut continuer à croire à la démocratie parce qu'après ça, s'il n'y a pas de démocratie, ben on le voit dans différents pays où est-ce que ça s'en va. Ben, il y a de la démocratie, mais on dirait qu'il y a des dérives démocratiques qui sont préoccupantes. Là, oui, c'est ça. Donc, si je comprends bien, faut peut-être garder espoir que les jeunes, les nouveaux qui sont là, présents, qui s'intéressent à la politique, mais surtout à la politique de changement, peut-être ça va être nos nouveaux ministres et premiers ministres qui vont faire réellement changer des choses. Espérons-le. On se le souhaite. Des politiques qui soient proches des gens. Oui, proches des gens. Davantage proches. Proximité. Oui. Alors, merci à vous trois. Merci. Ça fut un plaisir. Quel beau sujet. On aurait pu en parler encore et encore. Absolument. Finalement, c'était intéressant. Oui, il y a moyen de rendre ça intéressant. Je vous invite à vous inscrire en sciences humaines au cégep de la Témiscamingue. Ça va me faire plaisir de vous en parler pendant 45 heures. Alors, merci à vous tous d'avoir assisté à cette émission de télévision qui est Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. La semaine prochaine, on va aller parler aussi, c'est un peu politique, mais on va parler de la pauvreté qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. Ciao tout le monde!